Alors, YOPA, ça veut dire Young Player Protection in Africa, America, Asia, bon, et en Europe. Et c'est vraiment notre programme phare. Ce sera le programme qui sera mis en place sur le terrain. Je ne vais pas trop m'étendre sur le contexte de l'économie, l'essor de l'économie du football, parfois déconnecté de la réalité sociale. Et puis la croissance des transferts des joueurs en Europe ces dernières années. Et beaucoup d'intermédiaires non réglementés. Et voilà. Et la FIFA a déjà sanctionné des clubs, des grands clubs qu'on ne présente plus, comme Chelsea, Manchester, Real, etc. Donc c'est un vrai sujet. Alors les dérives qu'on constate, effectivement, c'est le trafic d'êtres humains, des joueurs mineurs, souvent originaires d'Afrique, d'Amérique du Sud, qui veulent faire carrière en Europe et qui se retrouvent un peu dans de mauvaises mains. Parmi les dérives, on oublie souvent l'entraînement intensif excessif, encadré par la violence verbale, la violence physique par les éducateurs, les coachs. Il n'y a pas que le trafic dans la protection des jeunes joueurs. Il y a ce côté violence, entraînement excessif. On voit parfois des enfants de 10 ans, 12 ans qui font des footings pendant 1 heure autour d'un terrain sous le soleil. On se demande à quoi ça rime. Donc, il y a un problème. Des jeunes qui se retrouvent en situation précaire, juridiquement, socialement, financièrement. Et les clubs qui ne savent pas comment faire. Honnêtement, les clubs ne savent pas comment faire. Il y a des clubs volontaires, mais ça manque. Des jeunes qui sont expulsés vers leur pays d'origine, on l'a vu en Europe avec des jeunes Africains qui sont expulsés, et alors que des familles ont dépensé beaucoup d'argent, etc. La prise de conscience est progressive. Il faut savoir que les centres de formation ont été créés en France dans les années 70. Donc, avec Georges Boulogne, j'ai bien connu l'histoire de Georges Boulogne à l'époque où Aimé Jacquet était notre parent. Il me parlait beaucoup de Georges Boulogne, de l'idée qui était de donner la chance à chaque petit Français qui voulait être professionnel de pouvoir trouver près de chez lui une structure de formation. Donc, en France, depuis 1973, et c'est vrai que la formation s'est beaucoup améliorée en Europe, pas au détriment de l'Afrique, mais en tout cas, l'Afrique est un peu en retard par rapport aux infrastructures et aux structures. Et on se rend compte que toute cette formation s'améliore au détriment de l'aspect humain, voilà, des droits de l'enfant et de l'accompagnement social. La FIFA a mis en place depuis 2001 le règlement sur le statut de transfert des joueurs qui interdit en principe le transfert des mineurs, avec beaucoup de dérives, des gens qui contournent un peu les règlements, etc. L'UEFA également a fait de la protection, de l'intégrité des jeunes footballeurs un thème majeur. Et l'Union européenne s'est emparée de ce sujet depuis 2017 avec le plan de travail lié au traité de Lisbonne. Alors, les limites du système actuel, c'est que le cadre légal est un peu défaillant autour des migrations. Donc, lorsqu'un gamin ne réussit pas, qu'est-ce qu'il devient? Il y a des problèmes de déscolarisation, d'immigration clandestine et d'abus de situations vulnérables. Et on se rend compte aussi que même en Europe, depuis 2009, les jeunes joueurs qui sont formés dans les clubs diminuent. Les clubs préfèrent recruter des stars. Donc, il y a le Centre international d'études du sport de Neuchâtel a fait une étude très intéressante là-dessus. On a des vendeurs d'illusions qui profitent de l'ignorance des jeunes, des parents, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Amérique latine. Et c'est la même chose. Le football, c'est, comme je dis souvent, c'est le produit le plus vendu dans le monde, mais personne n'a vraiment le mode d'emploi. Quand vous êtes un parent, vous ne savez pas comment faire pour arriver dans ce milieu-là, comment naviguer, les contrats, le suivi, etc. Le règlement FIFA sur la protection des mineurs est, on ne va pas dire inopérant et inefficace, on va dire juste que beaucoup d'acteurs le contournent. Et on peut se poser la question, pourquoi les gens contournent le règlement FIFA? Un règlement qui a été mis en place pour réguler un secteur, pour que les pratiques s'améliorent, pour que les enfants soient protégés. C'est depuis 2001 qu'il existe un règlement sur un article protection des mineurs, mais en tout cas, on constate aujourd'hui que la FIFA, pour aider l'Afrique, pour arrêter le trafic de jeunes footballeurs, parce que dans les années 2000, il y a eu la conférence de Bamako, suite à un rapport du ministère français des Sports, où il y avait des cas de joueurs africains qui dormaient dans les vestiaires, qui étaient abandonnés, qui étaient livrés à eux-mêmes. Et du coup, la conférence de Bamako, en décembre 2000, a fait des préconisations pour améliorer cette situation. Alors, c'était un problème politique parce que la conférence de Nice des chefs d'État européens a justement mis en place un mécanisme qui a abouti
aux négociations entre la FIFA et l'Union européenne sur une régulation globale des transferts. Et la protection des mineurs a été donc justement débattue avec l'interdiction de principe des jeunes footballeurs de moins de 18 ans. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et la fédération qui s'est constituée après 20 ans de travail, d'expertise, vraiment de travail auprès des instances, les objectifs de la fédération aujourd'hui, c'est de fédérer les structures de tout pays qui veulent œuvrer pour la protection des enfants, apporter l'assistance pédagogique, technique, matérielle, financière aux associations locales et promouvoir une protection équitable et durable. Alors, c'est très important parce que c'est un concept que nous avons forgé dans l'association, le concept de protection équitable et durable. Pourquoi équitable et durable? Parce que lorsque la FIFA nous dit les jeunes footballeurs africains ne peuvent pas venir en Europe avant 18 ans, il y a une rupture d'égalité. C'est-à-dire que les jeunes Africains ne peuvent pas avoir la même formation que les jeunes Européens. À 18 ans, un jeune formé en Europe est déjà prêt à jouer au plus haut niveau. En Afrique, malheureusement, à 18 ans, ils sont rares, hein, ces pays qui peuvent aujourd'hui apporter le suivi, l'accompagnement, les compétences pour qu'à 18 ans, le gamin soit vraiment prêt. Donc, du coup, les clubs européens, parfois, font un peu de chantage en disant « Nous, on veut bien payer les indemnités que réclame la FIFA. Malheureusement, votre gamin, on ne sait pas s'il va tenir. Est-ce que le suivi médical a été fait? Est-ce qu'il a été formé? Bref, on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes chances, la même égalité des chances entre les gamins formés en Afrique et en Europe. Donc, pour nous, ce qui génère tous ces problèmes qu'on connaît aujourd'hui, notre idée aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à une équité et à une durabilité. Voilà, c'est un concept que vous aurez à mieux connaître par la suite. La fédération organisera le plaidoyer auprès des États, des institutions sportives, et on va diffuser les bonnes pratiques, avec notamment la formation, former les acteurs du football, former les jeunes, former les parents. Nous avons 5 thèmes de plaidoyer sur lesquels nous allons, l'action de foot solidaire est fondée. Défendre la protection équitable et durable, qui est celle qui assure aux jeunes footballeurs un environnement propice à leur maintien dans leur pays jusqu'à leur majorité. Il faut qu'on défende le droit de jouer. On se rend compte aujourd'hui que des enfants ne peuvent pas faire du football parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, les parents ne peuvent pas payer la licence, parce que, par exemple, en Afrique, les académies coûtent trop cher. Nous avons le 3e thème de plaidoyer. Tout jeune footballeur a le droit de jouer dans un environnement sain et sécurisé sur des installations sportives qui ne présentent aucun danger pour son intégrité physique. Donc, ils ont également le droit d'être encadrés par des personnes compétentes et formées à la protection. La création du fonds de protection des jeunes footballeurs. La fédération voudrait, dans les prochains mois, années, faire du lobbying à tous les niveaux, étatiques, au niveau sportif, FIFA, etc., pour qu'on puisse créer un fonds de prévention du jeune footballeur. Ce fonds va servir à financer des programmes de prévention dans les pays de départ des joueurs. Et même en Europe, ce fonds peut servir aussi en Europe, ce n'est pas qu'en Afrique, pour contrebalancer le fait que voilà, le business du football génère parfois systématiquement des dérives qui sont volontaires ou involontaires. Donc, ce sera notre travail un peu, entre guillemets, politique dans les prochains mois pour que la FIFA, les États, créent un fonds de protection des jeunes footballeurs. La 5e mission, c'est de soutenir les formateurs. C'est vrai qu'on tend souvent à marginaliser, à indexer les formateurs, mais en même temps, les formateurs, on ne leur donne pas un cadre. Les formateurs ne sont pas soutenus. Les formateurs sont parfois livrés à eux-mêmes lorsqu'ils ont des gamins. Ils font ce qu'ils peuvent. On voit le cas en France avec des clubs qui ont des éducateurs âgés de 17 ans, des jeunes de 17 ans ou 18 ans qui encadrent des enfants de 15 ans. C'est compliqué. En Afrique, on se rend compte que les formateurs, le football joue un rôle social très important, mais les petits formateurs ne sont pas soutenus. Donc, le fonds de protection pourra aider à corriger. Nous avons les associations locales, la fédération et le programme IOPA. C'est vraiment dans ce cadre-là que nous allons travailler. Et c'est les associations locales qui sont vraiment le fer de lance de cette fédération. Le IOPA, Young Player Protection in Africa, America, Asia, etc. Premier but, objectif, renforcer l'information et la sensibilisation des jeunes et des familles. Voilà, contre des abus, qu'on leur dise voilà ce qui se passe. Renforcer la formation des acteurs du milieu footballistique. Donc, on va beaucoup former des clubs, former les recruteurs, former
les formateurs de clubs, les organisateurs de tournois de jeunes, organisateurs de stages, former les scouts des clubs professionnels, etc. On va les former. Voilà, on arrive au cœur. Le programme YOPA, c'est 6 pôles d'activité. On aura un pôle écoute et médiation. Les gamins ont besoin de parler, de discuter en présentiel ou par un numéro vert. On voit beaucoup de situations. Récemment, un jeune joueur de Manchester City s'est donné la mort parce qu'il n'a pas pu, il n'a pas été conservé par le club et il s'est suicidé. Ça, c'est des extrémités que s'il y avait une écoute, une espèce d'écoute où les jeunes peuvent parler de leurs difficultés, ensuite faire la médiation, on se rend compte que dans les clubs, on a souvent besoin d'une tierce personne pour corriger, pour mettre ensemble le jeune joueur et l'éducateur. Il peut y avoir des conflits, et il y a des conflits tous les jours, on le voit. Un gamin qui se met au banc de touche pendant 2 semaines, il en veut à son entraîneur, et ça aboutit à des histoires terribles, comme celle qu'on a connue en France, dans le sud, où un jeune footballeur a poignardé son éducateur, et ce monsieur est décédé. Donc ça, c'est les extrémités, ça, c'est les extrêmes. Mais l'écoute et la médiation peuvent permettre d'humaniser un peu les relations dans les clubs, d'amener un peu de la bienveillance, l'empathie, voilà, et une meilleure ambiance. Le deuxième pôle est celui de l'information et la sensibilisation. Sensibiliser les jeunes joueurs à tous les aspects du football, l'après-carrière, etc., les pratiques. Le troisième pôle d'accompagnement social, c'est vraiment de les amener au plan social, la recherche d'emploi, l'insertion, l'accès aux droits, au logement, l'intégration des jeunes étrangers. Voilà, le soutien des jeunes en situation anormale, c'est le rôle de ce pôle d'accompagnement social. Le pôle santé et prévention doit permettre aux jeunes d'accéder aux soins, à la santé et finalement au bien-être. On voit encore des situations aujourd'hui où un joueur un joueur camerounais que nous connaissons, qui joue aux Pays-Bas, il est suspendu 1 an parce qu'on dit qu'il s'est dopé. En fait, il a pris un médicament qu'il ne devait pas prendre parce qu'il avait un mal de ventre. Et dans l'automédication, il y a aujourd'hui, au niveau de ce qu'on appelle le contrôle antidopage, est devenu systématique dans le sport de haut niveau. Et même si vous prenez un produit par inadvertance, vous subissez toujours la peine. Donc, il faut une éducation. Comment se soigner, l'automédication. Au lieu d'aller voir un guérisseur lorsqu'on a un claquage, on va peut-être on va faire une radio avant. Donc, c'est les choses basiques vraiment pour que les enfants soient mieux, voilà, qu'il y ait un mieux-être et par rapport à la santé. Le pôle technique et d'animation sportive, alors, va organiser des tournois de foot au niveau local, mais aussi orienter les jeunes joueurs et les familles. Par exemple, un parent qui vous dit « Mon fils doit aller en Europe alors qu'il a son baccalauréat. Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Forcément, il faut aider le parent à décider. Est-ce qu'il vaut mieux que cet enfant loupe son examen et aille en Europe? Et si ça ne fonctionne pas? Et certaines familles, parfois, on leur dit « Votre gamin est super fort, il est super fort, mais est-ce qu'il est vraiment fort pour le haut niveau ?» Donc, le pôle d'animation sportive va pouvoir parfois organiser des stages ou même aller rencontrer des clubs, suivre le gamin pour évaluer son niveau et dire aux parents, à notre avis, votre enfant, c'est un bon footballeur, mais il n'est pas assez fort pour aller jouer en Allemagne, en Espagne ou en Angleterre. Alors, le pôle de la charte a pour but de diffuser les bonnes pratiques auprès des acteurs de la formation, des clubs, des académies, des organisateurs de tournois et des stages.